Bonjour et bienvenue sur Comics Code pour le 90e épisode d'une semaine en comics. Un épisode une nouvelle fois en retard et en plus entièrement enregistré par le nez. Je suis désolé, visiblement j'ai réussi à choper la crève. Mais un épisode dans lequel on va malgré tout parler de quelques-unes des sorties de la semaine passée. Et on attaque tout de suite par Urban Comics avec une nouveauté et une réédition. La réédition, c'est Gotham by Gaslight, et la nouveauté, c'est sa, entre guillemets, suite, Gotham by Gaslight 1893. Alors, commençons par le commencement. Alors ça, c'est pas la nouvelle édition, c'est la première édition Urban en 2018, qui est d'ailleurs sensiblement différente de cette nouvelle édition. Alors déjà, dans cette ancienne édition, Urban avait ajouté le DVD de l'adaptation en dessin animé du récit original, que j'avoue, j'ai jamais regardé. La couverture de la nouvelle édition, c'est sensiblement la même. En tout cas, c'est la même illustration signée, évidemment, Mike Mignola. Mais la maquette est un petit peu différente, et surtout, on a le logo Elseworlds qui fait son retour. Elseworlds, c'est grosso modo l'équivalent des What If chez Marvel. C'est des histoires qui imaginent ce que serait devenu tel ou tel personnage d'ici dans tel contexte, ou à telle époque, ou s'il avait été remplacé par tel autre personnage. En gros, voilà, vous voyez à peu près l'idée. Et Elseworlds, c'est un label sous lequel DC a publié quand même un bon paquet de récits, soit sous la forme de récits complets, soit de mini-séries. Et grosso modo, de la fin des années 80 jusqu'au début des années 2000. Et là, ça faisait bien 15 ans que DC avait totalement laissé tomber la marque Elseworlds. Jusqu'à l'an dernier, où en fait ils ont décidé de la relancer, et ils ont annoncé une bonne demi-douzaine de nouveaux titres, y compris d'ailleurs des titres dont ils avaient déjà commencé la publication, comme Dark Knights of Steel ou DC vs Vampires, mais qui vont être rattachés a posteriori à la gamme Elseworlds. Et donc, pour en revenir au commencement, le tout premier titre à avoir été publié avec le logo Elseworlds, c'est lui, c'est Gotham by Gaslight de Brian Augustine et Mike Mignola en 1989. Alors c'est donc c'est du Mike Mignola quelques années avant qu'il ne crée Hellboy, mais c'est vraiment la période à laquelle il trouve son style qui va continuer d'affiner par la suite, avec ce travail quand même assez reconnaissable sur les ombres et tous ces aplats noirs. Et surtout, en fait, ce récit, il lui fournit un cadre qui, je trouve, convient idéalement bien à son approche graphique, la Gotham City de la fin du 19e siècle, qui est un mélange de vieilles pierres et de décors embrumés par la pollution, un mélange de brouillard et d'ombre. Alors, l'histoire en quelques mots, on est en 1889, et Bruce Wayne revient à Gotham City après plusieurs années passées en Europe. Et au moment où il revient, on a deux phénomènes qui vont commencer à semer la terreur dans les rues de Gotham. C'est d'une part un tueur en série qui s'attaque uniquement à des femmes, et puis d'autre part c'est l'apparition d'un personnage masqué que la presse va très vite surnommer le Batman. Et le récit va sans arrêt naviguer entre les hautes sphères de la ville, où Bruce Wayne a ses habitudes, et puis les bas-fonds de Gotham, là où le tueur en série s'attaque aux femmes. Avec évidemment la question de savoir qui, parmi les différents protagonistes du récit, est le tueur en question. Le scénario, il est classique, mais il fonctionne bien, avec des références
à la fois au 19e siècle qu'on connaît, et puis aussi à l'univers de Batman, qui est réinventé dans ce cadre historique. Et puis, encore une fois, c'est quand même le plaisir de retrouver Mike Mignola à l'époque où il est vraiment en train de trouver son style, et qu'on sent en plus très inspiré par l'univers qu'il met en scène. Alors au passage, il est ancré ici par P. Craig Russell, qui est un artiste qui, de mon point de vue, est tout aussi remarquable que Mignola, mais dans un style vraiment très différent, beaucoup plus lumineux, mais en l'occurrence, je trouve que leur collaboration fonctionne étonnamment bien. Et puis après, on a la suite. La suite qui est sortie 3 ans plus tard, qui s'appelait Master of the Future, toujours écrite par Brian Augustine, mais dessinée cette fois par Eduardo Barreto, donc dans un style vraiment très différent de celui de Mignola, qui est beaucoup plus classique, mais qui est extrêmement bien maîtrisé. Alors le scénario, cette fois, il tend davantage vers le steampunk, avec donc ce personnage de maître du futur du titre, qui va semer la terreur sur Gotham City depuis les airs, en fait, à bord de son appareil volant. Et ça va donner en particulier un final qui est quand même extrêmement spectaculaire. Donc ça, c'était pour l'ancienne édition Urban. Pour la nouvelle, ils ont décidé d'ajouter un récit supplémentaire, les 2 épisodes de Convergence Shazam, qui date de 2015, écrit par Jeff Parker et dessiné par Evan Doc Shainer. Urban avait publié ces épisodes dans le tout dernier numéro de la revue Justice League Saga, alors que j'ai dans un carton, mais là vraiment j'ai la flemme de le sortir. Et puis Urban avait aussi republié ces épisodes dans une anthologie Shazam. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que Shazam vient faire dans cette histoire ? Et en fait, Convergence, c'était un event au cours duquel différents mondes parallèles se rencontraient, et le plus souvent d'ailleurs s'affrontaient. Et dans Convergence Shazam, on a la rencontre entre la version classique de la famille Marvel et la Gotham City de Gotham by Gaslight, qui apparaît d'ailleurs que dans le 2e épisode. Le premier est vraiment entièrement consacré à la famille Marvel. Alors du coup, d'autant plus dans le cadre de cet album, ça donne des épisodes qui sont quand même assez anecdotiques, mais qui sont, faut reconnaître, très joliment dessinés. Forcément, c'est Evan Doc Shainer en crayon, donc ça peut être que beau. Mais disons que si vous avez la première version de Gotham by Gaslight, à mon avis, ça suffit amplement. Sur ce, venons-en à cette suite, Gotham by Gaslight 1893, qui en VO s'appelle The Kryptonian Age. Et avec cette fois une toute nouvelle équipe aux manettes, Andy Deagle au scénario et Leandro Fernandez au dessin. Alors, tout de suite quand même une première précision. J'ai dit que c'est la suite de Gotham by Gaslight. Alors, oui, effectivement, mais concrètement, vous pouvez parfaitement attaquer directement avec ce récit sans avoir lu les 2 récits précédents. Il y a en fait dans cette histoire aucun renvoi au premier récit. Ici, on part sur une toute nouvelle histoire qui est donc située en 1893. Et en fait, on va suivre en parallèle plusieurs intrigues qui vont mettre en scène différents personnages, a priori sans aucun lien entre eux, mais toutes ces intrigues concernent de manière directe ou indirecte des artefacts dont on ignore l'origine, mais dont tout laisse à penser qu'ils ont eu un rôle majeur dans l'évolution de l'humanité,
et dont il est à craindre qu'il pourrait causer sa perte à relativement court terme. En fait, de manière assez classique pour un récit Elseworlds, il va s'agir ici pour Andy Deagle de réintroduire dans cet univers quelques figures connues de l'univers DC. Parce que, clairement, ici, même si Batman apparaît dans le titre de l'album, c'est un protagoniste parmi beaucoup d'autres de cette histoire. Alors, je vous dis pas qui on va rencontrer, mais au bout des 6 épisodes qui composent cet album, et qui sont en fait que la première partie de l'histoire, on va quand même rencontrer un paquet de monde. Et Andy Deagle, il est assez inventif dans sa manière de revisiter tous ces personnages classiques. Alors, à la fois, il reste quand même assez fidèle aux bases des personnages, aux fondamentaux, on va dire, mais il innove quand même souvent pour ce qui est de leur background et de leurs origines. Donc, côté intrigue, tout ça est assez classique, mais avec quand même quelques chouettes trouvailles, et puis parfois des choses assez inattendues. Deagle prend vraiment son temps pour introduire tout son casting et pour revisiter leur histoire. Alors du coup, l'histoire globale, elle progresse quand même très peu. On n'en sait pas beaucoup plus à la fin de l'album qu'au début, mais il se passe suffisamment de choses pour que on n'ait pas le temps de s'ennuyer. Et puis, au dessin, on a donc Leandro Fernandez, qui est un artiste que j'aime beaucoup, mais que j'avais perdu de vue depuis quand même un paquet de temps. J'ai l'impression que la dernière fois que je l'ai vu, c'était sur les Punisher Max de Garth Ennis. C'est dire si c'est quand même pas tout jeune. Et effectivement, quand je regarde la liste de ses travaux de ces 10 dernières années, qui figure à la toute fin de l'album dans la biographie des auteurs, je me rends compte que j'ai absolument rien lu. Même pas d'ailleurs The Old Guard. Mais ici, je le retrouve vraiment très en forme. Et en plus, je trouve que son style convient vraiment bien à cet univers. C'est très stylisé, avec beaucoup d'aplats de noir. Et forcément, on repense du coup au travail de Mike Mignola sur cet univers. Et donc, vraiment bonne surprise que ce 1893, dont j'attendais pas grand-chose a priori. Alors, encore une fois, c'est seulement un tome 1. Et là, on en est seulement à introduire les différents protagonistes, et il y en a, je le répète, vraiment, il y en a vraiment beaucoup. Donc, à voir ce que ça va donner par la suite, mais pour l'instant, en tout cas, c'est très chouette. Alors, en bonus de cette édition, on a quelques variantes de cover, mais que je vais pas vous montrer pour pas révéler qui participe à cette histoire. Et donc, on a fait le tour de cet album, Gotham by Gaslight 1893, d'Andy Deagle et Leandro Fernandez, qui est donc sorti chez Urban Comics. 216 pages, format 19 par 28 cm, traduit par Mathieu Auverdin, au prix de 22 €. De la fin du 19e siècle, on va passer au début du 20e, avec Barnstormers de Scott Snyder et Tula Lotay. Alors, Barnstormers, c'est le 5e titre écrit par Scott Snyder que publie Delcourt et qui était initialement paru aux États-Unis chez Comixology. Et en ce qui me concerne, c'est le premier que je trouve vraiment réussi. On avait eu Démon, dessiné par Greg Capullo, on avait eu La Nuit de la Goule par Francesco Francavilla, Clear avec Francis Manapoul, et Canary, dessiné par Dan Panosian. Et à chaque fois, graphiquement, c'est des choses qui tabassent. À chaque fois aussi, on a un récit qui démarre bien. Et puis, à chaque fois, l'histoire se casse la gueule avant la fin. Et là, dans Barnstormers, je trouve que Snyder, enfin, tient son récit jusqu'au bout.
Alors, Barnstormers, c'est l'histoire de Hawk E. Barron, qui est un pilote d'avion qui sillonne les États-Unis en organisant des spectacles aériens improvisés pour les populations locales. Et on peut pas dire que les choses se passent particulièrement bien pour lui. Il a du mal à joindre les deux bouts. Et puis, aux commandes de son biplan, il prend des risques absolument insensés pour au final une recette de misère. Et puis, dans le cours du récit, il va rencontrer une jeune femme, Tilly. C'est elle qu'on voit ici. Il va la rencontrer totalement par accident. Tilly, qui est une jeune femme qui elle-même a une histoire quand même particulièrement compliquée. Et puis, sans trop rentrer dans les détails, mais ils vont partir ensemble. Et à partir de là, la vie de Hawk et celle de Tilly, qui était déjà pas simple, elle va devenir encore plus compliquée. Et c'est à peu près tout ce que je peux dire si je veux pas spoiler. Alors, si, de manière, pour rester un peu dans le général, on peut dire qu'il y a un petit quelque chose de Bonnie and Clyde dans cette histoire. Alors, pas vraiment dans la personnalité des deux héros, plutôt dans leur parcours, et puis surtout dans leur relation, ce côté seul contre tous, qui les oblige à fuir en permanence face à des gens qui leur veulent pas du tout du bien. Et puis, fondamentalement, comme Bonnie and Clyde, Barnstormers, c'est avant tout une histoire d'amour. Alors, une histoire d'amour qui sent la poudre et la cordite, et qui va quand même laisser un certain nombre de cadavres dans son sillage. Et puis aussi, et peut-être même surtout, Barnstormers, c'est vraiment une ode à la liberté. C'est à la fois la liberté que Hawk trouve dans les airs, à bord de son biplan, et puis c'est aussi la liberté qu'il va offrir à Tilly, qui jusque-là était pas vraiment maîtresse de son destin. Et Scott Snyder, il tient vraiment bien son récit jusqu'au bout, ce qui est quand même loin, je le répète, d'être le cas habituellement. Souvent, ces récits ils partent sur de bonnes idées, et puis ça a quand même tendance à se casser la gueule dans la dernière ligne droite du récit. Ici, c'est pas le cas. Je trouve que la fin de cette histoire elle est tout à fait satisfaisante et tout à fait dans l'esprit de ce récit. Et puis l'autre point fort de Barnstormers, c'est évidemment les planches de Tula Lotte, qui je trouve conviennent idéalement bien à l'histoire que raconte Snyder, et puis aussi à l'époque à laquelle tout ça se déroule. Il y a à la fois son trait, alors qui me semble très inspiré par l'esthétique de l'époque, à la fois les visages, les costumes, même les postures des personnages. J'ai l'impression qu'elle s'est pas mal inspirée des grandes figures de l'âge d'or d'Hollywood. Et puis, il y a son travail sur les couleurs également, ces tons souvent sépia, et qui, à la fois, me semble renvoyer, là encore, à l'esthétique de l'époque qu'elle met en scène, et puis qui donne à ses planches quelque chose de très aérien, et qui colle, évidemment, idéalement bien, avec ce que raconte Snyder. Donc, oui, vraiment, j'imagine pas un autre artiste qu'elle pour mettre en image cette histoire. Et du coup, encore une bonne surprise. Comme tous les récits signés Scott Snyder, j'y allais sur la pointe des pieds, et au final, c'est vraiment une histoire qui m'a emballé. Et c'est de très loin le meilleur Snyder publié par Delcourt. Côté bonus, on a droit à quelques chouettes variant cover. Et puis aussi, on a quelques croquis signés Tula Lotte. Barnstormers de Scott Snyder et Tula Lotte est donc paru chez Delcourt. 160 pages, format 19 par 28 cm.
La traduction est signée Hélène Doniol-Romo et son prix est de 17,50 €. On passe maintenant chez Comics Initiative, tant qu'il me reste encore un peu de voix. Comics Initiative qui propose 2 nouveaux titres cette semaine. Alors on va commencer rapidement par le 3e et dernier tome de Verse de Sam Beck. Alors, comme il s'agit d'un dernier tome, je vais pas pouvoir en dire grand chose si je veux rien spoiler. Disons que, cette conclusion, elle est assez réussie et elle est tout à fait dans l'esprit de tout ce que Sam Beck a développé jusque-là. Verse, alors c'est de la fantasy assez classique, même si Sam Beck a quand même réussi à créer, dans ce cadre classique, un univers qui est plutôt singulier et plutôt intéressant, où il y est question de magie, à la fois de sa disparition, de sa mauvaise utilisation aussi, et comment elle peut menacer les fondements même de cette société. La résolution de cette histoire, elle surprend pas vraiment. Sam Beck va résoudre de manière assez classique les principaux fils de l'intrigue qu'elle avait mise en place depuis le début. Et de ce point de vue, c'est tout à fait satisfaisant. Mais après, le véritable point fort de cette série, à mon sens, c'est ses personnages. On sent vraiment depuis le début à quel point Sam Beck est attaché à eux, et à quel point vraiment son souci principal, c'est de leur donner de l'épaisseur, c'est de nous les rendre vivants. Alors pas seulement ces 2 héros, mais vraiment tout son casting. Et de ce point de vue, elle a vraiment fait du très beau boulot. C'est souvent sensible et émouvant, mais vraiment sans jamais être larmoyant. Mais c'est juste que voilà, on a vraiment l'impression de connaître ces personnages dans toute leur complexité et parfois même dans toutes leurs contradictions. Et au terme de ce 3e tome, on est avant tout content de les avoir accompagnés jusqu'au bout de cette histoire. Et donc même pour moi qui suis pas particulièrement fan de fantasy, Verse, ça aura constitué vraiment une chouette lecture. Et clairement, en ce qui me concerne, je vais guetter les prochains travaux de Sam Beck, parce que la dame, je trouve qu'elle a quand même un joli potentiel de conteuse. Verse, livre 3 de Sam Beck, est donc disponible chez Comics Initiative. 224 pages, format 17 par 26 cm, couverture souple avec rabat, traduction de Benjamin Viette, et le tout est au prix de 22 €. Toujours chez Comics Initiative, mais dans un registre très différent, sorti du premier tome de Petrolhead de Rob Williams et Pye Parr. Alors là, on est dans le futur. Un futur pas franchement radieux, vu que la quasi-totalité de la Terre est devenue inhabitable. Et en fait, ce qui reste de l'humanité et de la civilisation, vit sous d'immenses dômes, qui sont, grosso modo, les dernières oasis de vie dans un monde ravagé. Et dans ce monde, à une époque, pour distraire la population, les autorités ont mis en place des courses de voitures. Alors, des courses de voitures où, grosso modo, tous les coups sont permis, et surtout des courses dont les pilotes sont des robots, spécialement conçus pour piloter ces voitures. Des robots un peu particuliers, puisque ils peuvent ressentir des émotions, et ils peuvent même ressentir la douleur aussi, histoire évidemment de dramatiser les enjeux de ces courses. Bref, en gros, voilà, ces courses, c'est les jeux du cirque futuristes. Et puis bon, au fil du temps, le public a fini par se lasser, et on a fini par abandonner les courses en question. Et depuis, les anciens robots pilotes, en tout cas les quelques qui ont survécu, ils vivotent dans leur coin.
Et dès le tout début du récit, on va rencontrer l'un d'entre eux, qui s'appelle Ed, qui est un vieux robot bougon, solitaire, et aussi fumeur de cigares. Et puis, le récit, il va véritablement démarrer quand Ed va rencontrer deux humains, une petite fille et son père, qui tentent d'échapper aux autorités. Et Ed, clairement, il a absolument aucune intention de les aider. On va dire que c'est pas un grand amoureux de l'espèce humaine. Mais sauf que, par un concours de circonstances, leurs destins vont se retrouver liés et ils vont devoir s'enfuir ensemble pour espérer survivre. Et c'est leur fuite pour échapper aux autorités que on va suivre dans ce premier tome de Petrolhead. Et c'est carrément bien. Alors, d'abord et avant tout, c'est ultra dynamique. Ça file à toute allure, ça prend les virages sur deux roues, et ça freine à peu près jamais. Et du coup, que ce soit graphiquement ou en termes de narration, c'est ultra maîtrisé. Et le responsable de tout ça, c'est un certain Piper, un artiste anglais dont c'est visiblement le tout premier comic book. Et franchement, je l'ai trouvé extrêmement impressionnant tout du long. Et en plus, le très grand format de cet album, ça permet quand même d'admirer dans des conditions vraiment optimales son taf. Côté scénario, on est dans quelque chose d'assez classique. C'est une course-poursuite non-stop, alors dont on va découvrir quand même les raisons progressivement. C'est pas spécialement original, mais au moins ça fait le boulot. Et puis, du côté des personnages, là aussi on est sur des figures très classiques. On a le héros au sale caractère, mais qui va malgré tout venir en aide à des gens qui sont dans une situation encore pire que la sienne. On a la gamine au caractère bien trempé, et puis on en a quelques autres qu'on va rencontrer au fil du récit. Petrolhead, en fait, ça donne un petit peu l'impression d'être le mélange de deux autres titres qui ont été publiés par Comics Initiative en France. C'est The Kill Lock et Backtrack. Alors, The Kill Lock, c'est évidemment pour les robots au comportement très humain. Et puis Backtrack, évidemment, pour les poursuites en bagnole extrêmement spectaculaires. Alors, est-ce que Michael Jérôme a une fascination particulière pour les robots et pour les courses de voitures ? C'est possible, j'en sais rien, mais quoi qu'il en soit, qu'il change surtout rien, parce que au final, ça nous donne de très bonnes lectures. Et alors, en bonus, à la fin de ce volume, on a droit à une interview des créateurs de la série, et puis aussi quand même pas mal de dessins signés Piper. Petrolhead, tome 1 de Rob Williams et Piper est donc sorti chez Comics Initiative. 144 pages, format 21 par 32 cm, avec une traduction d'Alain Delaplace et un prix de 22€. J'en ai fini avec mes achats de la semaine. Avant de voir rapidement les autres sorties de la semaine dernière, quelques mots sur un titre sorti chez Panini en Marvel Deluxe, c'est Daredevil Cauchemar. Alors, il s'agit en fait d'épisodes que Panini avait initialement publiés en 2001-2002 dans la revue kiosque Panini de Daredevil. Une revue qui n'a pas duré très longtemps puisque il n'y a eu que 5 numéros. Mais du coup, les épisodes qui sont au sommaire de ce Deluxe, ils viennent combler un vide, puisqu'ils se situent entre l'omnibus Daredevil par Joe Quesada et le premier volume des Deluxe de Daredevil par Brian Michael Bendis. Et une bonne partie des épisodes au sommaire avaient jamais été publiés en librairie.
Et en gros, donc, dans ce Deluxe, on a les récits au sommaire des numéros 2 à 5 de cette revue. Alors, je sais pas dans quel ordre ils sont rangés dans le Deluxe, j'ai pas vérifié. Donc, je vais les prendre dans leur ordre de parution dans la revue Daredevil de l'époque. On a donc tout d'abord la mini-série Daredevil Ninja par Brian Michael Bendis et Rob Haynes, qui est une mini-série en 3 numéros. Et c'est vraiment pas terrible. Alors côté scénario, en fait, c'est Daredevil qui se fait voler le bâton de son ancien mentor, Stick, par des membres de la main, et qui va donc se tabasser avec des ninjas pendant une 60aine de pages. Et c'est à peu près tout. Alors, il y a un vague scénario qui développe un petit peu ça, mais ça va quand même pas beaucoup plus loin que ça. Alors, c'est pas vilain, c'est quand même assez dynamique. Rob Haynes, il adopte un format genre cinémascope du début à la fin, mais vraiment, ça raconte absolument rien. On arrive ensuite à la série régulière avec les épisodes 16 à 19, écrit à nouveau par Brian Michael Bendis et illustré par David Mack. Et c'est les premiers épisodes de la série régulière, écrits par Bendis. Et c'est une histoire dans laquelle finalement Daredevil est très peu présent. C'est une histoire qui va se focaliser sur Ben Urich, le journaliste du Bugle, qui enquête sur un gamin qui semble avoir vécu un traumatisme et qui depuis est dans un état plus ou moins catatonique. Et Urich va devenir totalement obsédé par cette histoire et par ce gamin, et il va tenter de comprendre ce qui lui est arrivé. Et pendant 4 épisodes, il va pas se passer grand-chose. L'explication, elle arrivera dans les dernières pages du dernier épisode. Et ouais, ok. Honnêtement, c'est pas très intéressant. En revanche, c'est quand même extrêmement beau. David Mack, il fait du David Mack. Il change sans arrêt de technique d'illustration d'une page à l'autre. Et ouais, il faut reconnaître que visuellement, ça a quand même de la gueule. Et puis, enfin, on a un récit en 6 parties. Les épisodes 20 à 25, écrits par Bob Gale et dessinés par Phil Winslade et Dave Ross. Alors Bob Gale, il est plus connu pour son boulot au cinéma que dans les comics, puisque c'est le scénariste de Retour vers le futur. Et il va raconter ici une histoire assez atypique, dans laquelle finalement on va croiser beaucoup plus d'avocats et de juges que de super vilains. En fait, c'est une histoire dans laquelle Murdoch et Nelson sont engagés pour attaquer Daredevil en justice. Alors c'est un riche homme d'affaires qui fait appel à eux, parce que un jour, Daredevil s'est battu contre des ninjas dans sa propriété et il y a causé des dégâts. Et donc, l'homme en question porte plainte contre Daredevil et, par le plus grand des hasards évidemment, il fait appel à Murdoch pour le représenter. Et ça donne une histoire qui est pas mal, qui joue beaucoup sur les technicités légales et sur les pinaillages juridiques, ce qui est quand même très inhabituel dans un comic book de super-héros. Même quand le super-héros en question est lui-même avocat, la plupart du temps, cet aspect-là du personnage, il est traité par-dessus la jambe, et ici, au contraire, c'est sur toute cette partie que Bob Gale va insister. Et ça fonctionne bien, presque jusqu'à la fin. Le principal défaut de cette histoire, c'est que, quand Bob Gale révèle, oh là, ça y est, je suis en train de définitivement perdre ma voix, quand Bob Gale révèle ce qui est à l'origine de tout ça,
eh ben, le soufflet a quand même tendance à retomber assez méchamment. Et c'est vraiment dommage parce que jusque-là, ça donnait quelque chose d'assez marrant, d'assez inventif et franchement inattendu. Et en plus, c'est la seule fois, je pense, que Phil Winslade a dessiné Daredevil. Et je trouve qu'il a un style qui le rapproche quand même assez de Gene Colan sur ses planches. Et pour les vieux lecteurs comme moi, c'est toujours quelque chose d'appréciable. Donc, voilà, ça donne quand même une histoire sympa, mais anecdotique et franchement foirée sur la fin. Et au final, ça fait donc une collection de récits qui sont vraiment très dispensables. C'est, à mon avis, un deluxe qui est clairement à réserver aux complétistes qui supportent pas d'avoir un trou dans leur collection. Les autres, je pense que vous pouvez passer votre chemin. Alors, ceci dit, ça reste quand même nettement plus conseillable que le tome 3 de la nouvelle série par Saladin Ahmed et Aaron Kuder, qui sort également cette semaine. Les autres nouveautés, alors toujours chez Panini, c'est X-Men Hellfire Gala Fall of X en Marvel Deluxe, qui du coup lance la dernière partie de l'ère Krakoa. C'est Dieu crée l'homme détruit de Chris Claremont et Brent Anderson en Marvel Must-Have. Et puis c'est le numéro 2 de la revue Marvel Heroes, dont le sommaire est entièrement consacré aux Thunderbolts. À part ça, chez Delcourt, sortie du tome 16 de Spawn Renaissance, c'est le dernier tome de la série à apparaître sous ce format. Pour la suite, on devrait avoir droit à de gros tomes qui réuniront visiblement une douzaine d'épisodes. Chez Bliss, ça c'est mon ratage de la semaine, mais normalement le Ex-Manowar invaincu de Becky Cloonan, Michael Conrad et Liam Sharp est sorti. Alors je l'ai pas vu en rayon, et puis j'ai oublié de demander à mon libraire s'il l'avait reçu. C'est malin, on en reparlera peut-être la semaine prochaine, enfin à la fin de cette semaine, voilà. Et puis pour finir, chez Urban, sortie de la deuxième intégrale de 100 Bullets, qui était initialement prévue à la fin du mois dernier, et dont la sortie avait été repoussée de quelques semaines. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Rendez-vous très vite pour la suite. D'ici là, vous pouvez vous abonner à cette chaîne, laisser un commentaire, partager cette vidéo sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi de temps en temps retrouver les lectures de Quake Kent et de Bad Quack sur Instagram, avoir ainsi un aperçu du thème des prochaines vidéos. Et vous pouvez surtout lire des comics. Soyez sages et à bientôt.